Retour sur le plateau de politique en compagnie de Marine Le Pen. Donc on a parlé dans cette première partie de la dette, de la crise de la Grèce, de l'euro. Peut-être dernière question avant de passer à la politique étrangère, puisque ça s'est terminé un peu sur... il restait un petit peu de suspense sur le temps nous était compté, sur la réponse. Dans le fond, vous disiez, Marine Le Pen, la sortie de l'euro permettrait de relancer les exportations. Et je crois que là, Raphaël, vous tiquez. Oui, ça permet effectivement de relancer les exportations, la sortie de l'euro par la dévaluation, c'est ce que vous préconisez. Ça va aussi alourdir considérablement le poids de la dette extérieure libellée en euros. Est-ce que ce n'est pas précisément au moment de la crise de la dette qu'on cherche à éviter l'alourdissement de cette dette? Non, je ne crois pas, parce que très honnêtement, je pense que si la France sort de l'euro, et a fortiori si l'Allemagne le fait avec elle, il n'y aura plus d'euros. L'euro n'existera plus, et par conséquent la dette ne sera plus libellée en euros, puisque la monnaie euro n'existera plus. Voilà, oui, donc... ça renchérir en tout cas le poids de cette dette extérieure. Ah non, détenue à 60% par des étrangers. Non, ça ne va pas la renchérir. S'il n'y a plus d'euros, elle n'est plus libellée en euros. Par conséquent, la dévaluation n'a plus d'influence. Sauf que le taux de change ne se fait pas sur lequel on est rentré dans l'euro. Sur la dette. Bon, je crois de surcroît que le seul moyen de réduire la dette, c'est de recréer la croissance. Il faut quand même arrêter de se raconter des coups. Je veux dire, si on ne crée pas la croissance, si on ne crée pas l'emploi, si on ne recrée pas les conditions d'exportation, on ne réglera pas le problème de la dette. On ne cessera de l'alourdir à un point qui deviendra évidemment insupportable pour les générations futures. Merci Raphaël. Donc on passe donc à la politique étrangère avec Gauthier Rebinski, chroniqueur international à France 24, que vous connaissez bien. Mais peut-être avant de parler de ça, Troy Davis et ce noir américain qui était accusé de crime, il a été exécuté jeudi dans l'État de Géorgie aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez la mobilisation qu'il y a eu pour le sauver, que ce soit en France ou aux États-Unis? Est-ce que ça ne paraît pas aujourd'hui un petit peu barbare, 30 ans après nous, on ne tue plus les gens en France? Oui, d'accord. Si, il y a beaucoup de gens qui sont tués en France. Ce sont les victimes. Voilà. Parce que la peine de mort, elle a été arrêtée, sauf pour les victimes. Moi, ce que je vois, c'est que nos sociétés ne sont pas des sociétés de bisounours, que la violence s'aggrave, que la barbarie se généralise, et je ne suis pas sûre que cette espèce de laxisme qui existe à l'égard de la criminalité ne soit pas susceptible d'aggraver cette criminalité. Bon, moi je ne connais pas le dossier, en l'occurrence, de ce condamné à mort. Ce que je sais, c'est que j'ai plus confiance en la justice française qu'en la justice américaine, pour la simple et bonne raison, c'est que la justice américaine, il faut bien l'admettre, a enregistré un certain nombre d'erreurs judiciaires, pour une raison, c'est que quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer les moyens de prouver votre innocence. Quand vous n'avez pas d'argent, vous avez beaucoup plus de mal. Donc cet homme est peut-être innocent. C'est ce que vous êtes peut-être en train de dire. Je ne sais pas, mais en France, la situation est très différente parce que le juge d'instruction que Nicolas Sarkozy voulait supprimer instruit à charge et à décharge, et ce, quel que soit le niveau de fortune de celui qui est accusé. Est-ce que c'est un crime d'État? Est-ce que c'est un assassinat judiciaire, comme l'a dit Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux? Non, je ne crois pas. Moi, je crois que, encore une fois, la peine de mort appartient à l'échelle des peines. Je me pose la question de savoir, est-ce que Thierry Paulin méritait la peine de mort? Ma réponse, par exemple, est oui. Quelle est votre intime conviction là-dessus, sur la peine de mort? Faut-il la rétablir en France? Vous proposez un référendum? Oui, je crois que c'est un sujet très sensible, où d'ailleurs interviennent aussi des considérations souvent religieuses. Oui. Bon. Et donc, je pense que les Français ont le droit de s'exprimer. Étant entendu qu'est-ce que vous en pensez, le choix est entre la peine de mort et la réclusion criminelle à perpétuité. C'est-à-dire qu'on ne sort pas. C'est pas comme la perpétuité en France, où on sort au bout de 25 ans, ou au bout de 30 ans, on ne sort plus. Eh bien, c'est une question que les Français, à mon avis, doivent trancher. Mais votre conviction à vous, êtes-vous pour la peine de mort? Je suis pour la peine de mort. Je pense que si, encore une fois... Je vous ai souvent posé la question. Oui, parce que vous êtes croyante? Oui, je suis croyante, mais je pense très objectivement que s'il n'y a aucun risque à être criminel, si les criminels sont le seul métier du monde où on ne risque pas sa peau, eh bien, on en arrive à des situations comme celle qu'on a vues hier, où on tue des policiers de plus en plus facilement, où on brutalise, on commet des actes barbares sur des êtres faibles de plus en plus, puisque de toute façon, on n'y risque pas sa vie. Je suis sûr que si les criminels risquaient leur vie, ils auraient peut-être moins tendance à aller au bout de leur pulsion. Alors ça, c'est pas prouvé, mais ça, c'est un autre sujet. Aux États-Unis, la peine de mort n'a pas fait diminuer la criminalité. Ça n'est pas vrai.
La peine de mort a été supprimée aux États-Unis intégralement. Elle a été réintroduite dans toute une série d'États. Et il s'est avéré que la criminalité a enregistré une baisse significative. Mahmoud Abbas, donc, pour parler de ce qui se passe à l'ONU, demande aux Nations Unies donc, de reconnaître son pays comme un État à part entière. Alors, on l'a vu, Barack Obama a dit non. Nicolas Sarkozy propose un statut d'État observateur, de membre observateur. Quel sort faut-il réserver, selon vous, aux Palestiniens ? Moi, je crois que les Palestiniens ont le droit à avoir un État souverain. Et je crois que ça fait très longtemps que nous disons que et l'État d'Israël et l'État palestinien doivent avoir la plénitude de leur souveraineté et évidemment la possibilité d'assurer leur sécurité. Je crois que la contrepartie de la transformation de l'État palestinien en un État de plein droit permettrait aussi d'avoir des exigences plus fortes à leur égard dans la lutte contre le terrorisme qui, il faut bien le dire, pourrit l'existence des Israéliens depuis de trop nombreuses années. Ça fait des décennies que cela dure. Ça fait des décennies qu'il n'y a pas d'issue. Je pense que ça peut être une chance, après tout, ce statut accordé à l'État palestinien pourrait être une chance d'avancer vers la paix alors que rien d'autre n'a fonctionné. Marine Le Pen, en matière de politique internationale, vous avez une doctrine qui est celle de la souveraineté des peuples. Oui. Que fait-on de cette souveraineté lorsque le dirigeant de ce peuple la bafoue lui-même, opprime et massacre son peuple? Je pense à la Libye. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, il y a quand même depuis des siècles maintenant quelque chose qui s'appelle la diplomatie. Et il m'apparaît que les voies diplomatiques sont beaucoup plus efficaces que la voie des armes. Je pense que dans l'affaire libyenne, il aurait fallu permettre notamment aux pays arabes et aux pays africains d'intervenir sur le plan diplomatique. Et que le fait d'être arrivé avec nos armes, nous, une action occidentale, dans un pays dont on sait que c'est pas si simple, vous savez, et vous êtes bien placé pour le savoir, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Non, mais il y a une action aussi des Arabes. Oui. Vous pensiez à la diplomatie. Oui, la diplomatie arabe, elle est très compliquée, elle est complexe. Mais je pense que l'Europe intervienne systématiquement, encore une fois, enfin pas systématiquement, parce qu'en Libye on intervient, mais en Syrie on n'intervient pas. On peut se poser d'ailleurs la question de savoir pourquoi en Libye et pourquoi pas en Syrie. Bon, c'est pas une raison pour être dans l'inaction totale à ce moment-là. Donc moi je dis qu'on est allé là-bas avec la plus grande puissance, quand même la plus grande coalition militaire du monde. Bon, donc Nicolas Sarkozy se réjouisse d'avoir gagné la guerre. Très honnêtement, si on l'avait perdu, ce serait vraiment là pour le coup très inquiétant sur le plan militaire. Mais quid aujourd'hui de la situation en Libye? Qui exactement participe de ce Conseil national de transition? Est-ce que les djihadistes ne vont pas y prendre le pouvoir? Est-ce que la tribu qui a gagné, entre guillemets, parce que la Libye, vous le savez, c'est une guerre tribale. Mais vous préfériez Kadhafi? Est-ce que non, monsieur, moi, je ne suis pas ami avec Kadhafi. Alors, non, mais écoutez, c'est effectivement le risque d'une révolution et d'une intervention militaire. Je suis d'accord avec vous. Mais il ne fallait pas préférer Kadhafi. Ah ben, mais attendez, mais M. Kadhafi, jusqu'à présent, n'était pas l'ami des Américains. C'est pas M. Kadhafi qui avait aidé les Américains à lutter contre Al-Qaïda après les attentats du World Trade Center? Est-ce que ça n'est pas Kadhafi avec lequel l'Italie avait négocié pour éviter l'immigration massive telle qu'on est en train de l'organiser aujourd'hui, où à Lampedusa, il y a 25 000 immigrés clandestins qui sont arrivés et qui aujourd'hui sont en train de mettre le feu au centre de rétention. La population est quasiment en guerre civile. Donc il fallait garder Kadhafi. Je pense en tout cas que dans tous ces pays-là, ce sont des dictatures jusqu'à nouvel ordre. Mais est-ce que vous vous réjouissez qu'aujourd'hui ces dictatures tombent, Marine Le Pen? Je pense que M. Kadhafi, avec toutes les réserves que nous avons 100 fois exprimées à son égard, avait mis en place une dictature, certes, mais une dictature laïque. Oui, bigre, oui. Dictature quand même. Oui, monsieur, mais est-ce que la dictature de demain ne sera pas une dictature islamiste? Mais toutes les dictatures sont à bannir. Il y en a que vous admettez, comme la dictature laïque. Si demain, monsieur... Oui, bien sûr. Bon, mais, enfin, je veux dire, ça c'est un problème de géopolitique. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, quand même. Mais... Bon, oui, effectivement, il y avait des dictatures laïques. Oui, la Tunisie était une dictature laïque. L'Égypte était une dictature laïque. L'Irak était une dictature laïque. Bon. Est-ce que ça doit rester ad vitam aeternam? Ah mais monsieur, le problème n'est pas là. Le problème c'est, est-ce qu'on prend le risque de remplacer encore une fois une dictature laïque par une dictature islamiste? C'est ça la vraie question.
Qui dit que ce sera ça? Ah ben voilà, ben là on va tenter. Hein, allez, pourquoi pas? Allez, on tente, on fait un pari. Et si ça marche pas? Et si ça marche pas, on revient à Kadhafi. Et en Égypte, Oui. lorsque l'ambassade d'Israël est attaquée, qu'est-ce qu'on se dit? J'entends plus personne, moi, là, le parler. mouvement du 6 février, immédiatement, qui réunit la plupart des manifestants, a tout de suite condamné cet acte-là. Tout de suite condamné. Ouais. Et quand les femmes ont fait en Égypte une manifestation qui a été réprimée par les islamistes, qui sont allés leur interdire de Les manifester. forces islamistes sont là, il faut les combattre, bien sûr, mais c'est une il faut les dictature combattre. parmi d'autres. Mais monsieur, ils participeront au gouvernement et vous le savez pertinemment. Et le grand danger, c'est qu'ils y prennent le pouvoir parce que dans toute une série de pays, ils sont la seule opposition véritablement organisée. C'est vrai en Égypte et c'est évidemment vrai en Libye. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas taire sur ce plateau. C'est que nous savons pertinemment qu'à Benghazi, il s'agissait là du centre de tous les djihadistes depuis... Faux. Si, c'est vrai. Il y a un centre laïque à Benghazi, Oui, justement, bien qui sûr. est en lutte contre les djihadistes. Bien sûr, Okay. et d'ailleurs, Non, on peut pas dire que c'est le plateau. bien sûr. On peut pas dire que c'est le plateau des et d'ailleurs, le djihadistes. chef Non, militaire, c'est pas possible. celui qui est responsable aujourd'hui de l'organisation militaire de Tripoli, c'est qui? Oui, c'en est un. Oui, Ah, d'accord, c'en très est bien, un. ok. Oui, mais Alors, c'est pas le attendez. plateau de Benghazi. C'est pas comme ça que Alors, Benghazi est alors organisé. moi, ce que je crains, Marine Le madame, Pen, c'est que la deux tribu, secondes. ce que je crains, c'est que la tribu qui a gagné violente, probablement, et massacre la tribu qui a perdu. Je suis pas sûr que la Libye y gagne. C'est ça ce que je dis. Alors, c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy aussi. Et avant d'agir pour des raisons électoralistes, parce que je crois que Nicolas Sarkozy a agi pour des raisons électoralistes, il faut être extrêmement prudent dans ce type de pays et arrêter de faire croire à l'opinion publique, encore une fois, il y a les gentils d'un côté et les méchants Attendez, méchants de j'ai l'autre, une question. méchants qui au passage étaient considérés Sur- quelques mois auparavant comme des amis. Marine Le Pen, dans votre programme politique, à politique étrangère, il est écrit que vous regrettez l'effacement de notre pays sur la scène internationale, la baisse de notre influence. Quand même, ce qui s'est passé en Libye montre bien que la France a eu de l'influence. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez le drapeau français, parce que vous aimez le drapeau français, alors qu'il flotte à Paris, en France ou à Benghazi, ça vous fait quoi? Est-ce que Madame, là, il ne faut pas reviser vos fiches? Parce que si vous considérez que l'augmentation de l'influence de la France doit passer par la multiplication des conflits armés, je serais en désaccord avec vous. Je pense que l'influence de la France doit appartenir essentiellement à la diplomatie. Je crois que nous avons perdu effectivement de notre puissance diplomatique pour la simple bonne raison, c'est que toute une série de pays du monde se rendent compte que nous sommes très souvent à la traîne des États-Unis, que nous n'avons plus cette voix particulière dans le monde, cette voix spécifique qui était celle de la France, qui était en quelque sorte le chef de file des pays non alignés. Voilà ce que je pense. Aujourd'hui, nous apparaissons quand même comme des supplétifs des Américains. Et c'est de cela que découle notre perte d'influence dans le monde. On va passer, parce que le temps file, on aurait bien continué sur la politique étrangère. On va passer à la chronique de Soumaya Benaïssa, parce que ça ne vous a pas échappé, Marine Le Pen. Il y a un nombre de femmes dans cette présidentielle en 2012, Ségolène Royal, Martine Aubry, vous, Nathalie Arthaud qui a remplacé Arlette Laguillet. La liste est longue des prétendantes à l'Élysée. Alors Soumaya, quelque chose a changé. Il y a eu aux États-Unis le Black Power. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a le Woman Power ? En effet, on pourrait presque parler d'empowerment, pour reprendre cette expression anglaise qui montre que les femmes gagnent du terrain en politique. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, parce que c'est pas forcément pour les raisons que l'on croit. En tout cas, c'est ce que défend dans Femmes et pouvoir sur la 5e République Maria Tsino. C'est un livre très intéressant, très instructif, qui nous montre que ce n'est pas du fait d'une avancée législative, institutionnelle, qu'il y a une avancée des femmes sur le terrain politique, mais c'est vraiment le fait des décisions arbitraires du prince, comme elle dit, des chefs d'État qui, depuis 1958, nomment les femmes. Et ça aboutit à ce paradoxe bien français qui fait qu'il est aujourd'hui peut-être plus simple pour une femme d'être ministre que d'être députée. Alors de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy, il y a une constante, c'est la féminisation par le haut. Ce sont eux qui nomment les femmes, qui les désignent. Alors il y a quand même eu une évolution quantitative, parce qu'on est passé d'un secrétariat d'État avec Charles de Gaulle à, on le sait aujourd'hui, le gouvernement Fillon 2, à peu près 11 ministres femmes, 7 ministres et 4 secrétaires d'État. Une évolution quantitative qui s'est doublée d'une évolution qualitative. Elles étaient avant réduites aux affaires familiales, éducatives. Aujourd'hui, elles ont des ministères régaliens.
On l'a vu avec Ségolène Royal encore en 2007 qui incarne vraiment cette féminisation, donc l'arrivée des femmes. Et surtout, il faut bien savoir que s'ils les désignent, c'est surtout qu'ils ont pris en compte l'électorat féminin. Ça ne nous a pas échappé parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si les femmes étaient peu enclines à voter pour votre père, peut-être qu'elles le seraient aujourd'hui. Donc c'est un électorat majeur pour vous. D'ailleurs, je voudrais juste souligner, je sais que le temps est court, vous avez fait il y a quelques mois la une du magazine Elle. Enfin, on vous a consacré je crois qu'on va le voir, un article, un portrait. Qui êtes-vous, Marine Le Pen? Ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'effectivement, on ne comprenait pas qu'un magazine féminin, féministe par excellence, vous accorde un portrait, tout simplement parce que vous incarnez quelque chose qui est insupportable pour les féministes, qui est vous êtes le produit de cette féminisation et en même temps, vous défendez des valeurs qui ne le sont pas, qui ne sont pas féministes. C'est quoi des valeurs féministes? Eh bien, tout simplement, si on revient sur la loi Veil, par exemple, votre vice-présidente qui travaille, je crois, sur le projet de loi, le projet des femmes en tout cas, la dernière fois qu'elle s'est exprimée à ce sujet, a simplement dit qu'il ne s'agissait pas de revenir sur cette loi, mais en tout cas de réduire l'utilité de cette loi. Non mais attendez, vous croyez très honnêtement, par exemple, que vous pouvez limiter les femmes au seul problème de l'avortement? Mais les femmes, ce sont des citoyens comme les autres. Voilà, les femmes, elles travaillent, elles veulent vivre décemment de leur autre, elles veulent que leurs enfants et elles-mêmes et leurs parents vivent en sécurité. Jusqu'à présent, le Front National s'est intéressé aux femmes que par le biais de la famille et de l'enfance. C'est totalement faux. Ça, c'est tous les autres partis politiques qui ont fait ça. En l'occurrence, c'est pas le Front National. On attend toujours votre projet de loi. Moi, je trouve étonnant que des magazines féminins réduisent justement la femme, ce qui va à l'inverse de leur discours, uniquement aux problématiques de l'avortement, aux problématiques justement de l'enfance, aux problématiques du corps, c'est différent. Non, mais d'accord, mais aux problématiques ce sont des acquis. Est-ce que vous allez féminiser votre entourage, par exemple? Le problème n'est pas là. Mais moi, je ne décide pas de choisir telle ou telle personne en fonction de son sexe. Je décide de choisir en fonction de ses mérites, de ses compétences, de ses qualités. Et alors, vous avez des femmes compétentes autour de vous? Qui sont compétentes et qui ont des qualités. Merci à tous les deux. Merci Gauthier, merci Soumaya. Merci Marine Le Pen d'être passée sur le plateau de France 24. Tout de suite les infos, merci.